L'enregistrement. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marc Corbel. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Pierrot. Alors Marc Corbel, tu as écrit un livre que j'ai lu, que j'avais apprécié et dont j'ai parlé, mais puis voilà l'occasion de se rencontrer. Il s'agit de Corps en terre, aux éditions Tout à Maya, fait, sauf erreur. tout à fait. Alors c'est un livre qui est étonnant, c'est une tranche de vie, c'est une expérience de vie que tu as réalisée, on va se tutoyer, euh, et qui est à la fois déroutante, étonnante, vraiment pas usuelle. C'est très C'est pas clair. courant de faire ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre? Qu'est-ce qui t'a amené à finir sous terre, dans la terre, pendant combien de jours? 4 jours, quatre Quatre. jours et 3 nuits, Sans eau, sans nourriture, sous terre. sans électricité, sans rien. Pour répondre à ta question, une telle expérience n'arrive pas comme ça. Je pense qu'une telle expérience, elle arrive dans le cadre d'un processus. Et dans le cadre d'un processus qui est finalement inchangé depuis des milliers d'années, c'est-à-dire un processus de connaissance de soi. Et on le sait tous très bien, consciemment ou intuitivement, que pour se connaître, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se confronter à un certain nombre de choses, il faut affronter ses peurs. Bref, si on ne va pas à une forme d'affrontement, si on ne va pas creuser un petit peu tout ça dans des activités qui sont délicate, complexe. Je pense pas qu'on puisse savoir réellement, d'une part, qui on est et ce qu'on a au fond de nous. Et quand je mène cette expérience, j'en ai mené déjà plein. C'est que le fait d'essayer de comprendre quelles sont mes limites, jusqu'où je peux aller, ça s'inscrit déjà dans quelque chose où je faisais beaucoup d'apnée, je faisais de la chasse sous-marine, j'ai eu des soucis en apnée, j'ai fait beaucoup de chasse et de chasse à l'arc au gros gibier, j'ai été me confronter aux animaux au Canada avec un arc et des flèches, j'ai failli mourir un nombre incalculable de fois, enfin bref. Donc tout ça s'est inscrit, si tu veux, dans une démarche, dans un processus de meilleure connaissance de soi. Et un jour, j'ai été rattrapé par, comment dire, j'ai été rattrapé par ma dynamique spirituelle. Pour plein de raisons, on ne va pas les détailler, mais pour plein de raisons, dans ma vie, je sentais bien que, en dehors de ce que me proposait la société, il devait y avoir quelque chose d'autre dans tout ça parce que c'était tellement triste, c'était tellement limité, c'était tellement petit que derrière ça, il y avait sûrement autre chose. Donc là arrive la confrontation, si tu veux, avec la spiritualité et la nécessité d'aller un peu derrière tout ça. Je vais faire le lien, t'inquiète pas, avec l'expérience, avec le livre. Et quand je prends la décision d'entamer un chemin spirituel, lequel choisir? Alors, est-ce que je reste dans ma culture judéo-chrétienne? Est-ce que je vais vers le catholicisme? Est-ce que je vais vers, je ne sais pas, vers quoi je vais aller me diriger pour prendre ce chemin qui va me permettre de... Et ça faisait déjà une éternité que j'étais dans l'archerie. J'ai eu mon premier arc, j'avais 5 ans. Ça faisait une éternité que je rêvais des Indiens. J'avais déjà été à la chasse à l'ours, à la mode indienne. Donc bien évidemment, la voie royale pour entamer cette spiritualité, c'était la voie chamanique, bien évidemment. Et j'aimais l'intention de trouver quelqu'un, de trouver quelque chose qui va me permettre d'aller sur cette voie. Je trouve le chaman qui va au fur et à mesure s'occuper un peu de moi. Je vais utiliser le terme formation qui n'est pas un bon terme, il n'y a pas de formation en la matière. Il y a un suivi, un accompagnement, une écoute. Et au fur et à mesure de cet enseignement, si tu veux, j'ai commencé à faire tous les rites qui sont proposés dans la culture amérindienne, spécifiquement chez les Sioux Lakota. Et là, il y a tout un tas de rituels qui sont destinés à mieux te comprendre,
à entre guillemets, te nettoyer, et ainsi de suite, jusqu'à ce rituel extrême qui s'appelle donc la quête de vision et qui doit permettre de mourir pour mieux renaître. Alors ce rituel de mourir pour mieux renaître est quelque chose que l'on retrouve dans beaucoup de cultures, on va dire non civilisées, mais je mets vraiment quatre Peuple guillemets de chaque premier, côté. Peuple peuple premier, premier, je cherchais le mot, peuple premier. pré-littéraire, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, mais certainement des peuples qui ont encore un contact avec la nature et qui, peut-être parce qu'il y a une vie, entre guillemets, plus simple, vont rechercher au fond d'eux-mêmes le lien avec l'univers, avec la nature, qui est l'environnement dans lequel ils vivent. Et, euh, et donc, tu as expérimenté ce rituel. Alors, explique-nous comment ça se passe et quelles étaient tes appréhensions au début. Alors, d'abord, ça, j'insiste, on ne rentre pas comme ça, comme si on allait s'inscrire à un stage. Déjà, tu le fais pas tout seul. Il y a un aîné. Moi, j'appelle ça mon aîné, pas le maître. Le mot maître me plaît pas. J'aime beaucoup le mot aîné. Donc, il y a un aîné qui t'enseigne un certain nombre de choses et qui te fait faire les choses progressivement. D'abord, le premier rituel chez l'ensemble des peuples amérindiens, c'est le rituel de l'inipi. C'est celui de la tente à sudation. Donc, un endroit qui représente un peu la matrice, dans lequel on rentre et dans lequel on va produire de la chaleur, de la chaleur, de la chaleur, jusqu'à ce que les choses deviennent presque insoutenables. Et dans cette dynamique-là, ce qui est, peut-être on en parlera plus en détail, mais ce qui est dissous, c'est l'ego. Ça, c'est très, 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 très important de faire ce travail sur l'ego et de se rendre compte à quel point l'ego est tout petit. Et pour dépasser un certain nombre de choses, il faut le museler, il faut le mettre dans une cage, il faut le mettre à part. Et quand on arrive à passer un certain nombre d'épreuves, si on a envie d'aller un petit peu plus loin, ben, il y a ce rituel qui nous est proposé par les Amérindiens. Mon appréhension, et c'est là où je crois que les choses sont vachement intéressantes, c'est que moi, je suis né à Nice. je, je suis un urbain. Il n'y a pas plus banal et il n'y a pas plus urbain que moi. Je suis né en pleine ville, j'ai vécu en pleine ville tout le temps. On pourrait presque considérer que dans ma structure génétique, il me manque plein de choses. J'adore cette référence à Matrix. Dans Matrix, tous, ils sont nés dans la matrice. Ils ont la prise derrière. Mhm. D'accord? Moi, je suis né dans la matrice. J'ai la prise derrière. Il me manque, j'ai peur, je crois, mais on peut faire quelque chose. Il me manque plein de choses. Et le fait de partir aussi loin en tant qu'urbain de base pour aller se confronter à un truc aussi fou, c'était vraiment mon appréhension. J'avais déjà la conscience et la peur que à la limite, j'allais mourir. Donc, ma première appréhension, c'est de se dire, mais tu vas faire un truc, tu vas mourir. Alors, bon, j'avais déjà des témoignages d'autres personnes qui avaient fait cette expérience, quelques Mhm. témoignages et qui sont sortis vivants. Mais ma première appréhension, c'était, d'une part, je vais mourir, et d'autre part, au vu de mon statut d'urbain, c'est le terme d'urbain civilisé de base, la montagne est trop grande. Donc, pendant un an, je me suis préparé en visualisant les choses. J'ai eu un an de préparation pour me voir tenir le coup, me voir démarrer l'expérience et me voir me sentir aller jusqu'au bout. Un an de préparation. Sur cette année de préparation, sur les 3 derniers mois, j'arrête la viande, je mange la viande normale, je suis flexitarien, j'arrête la viande, je buvais peu d'alcool, mais j'arrête l'alcool, je n'en buvais peu, mais j'arrête. J'étais un gros buveur de café, j'arrête le café. Enfin bref, je commence à me préparer, si tu veux, dans une forme de sobriété et une forme de limitation, entre guillemets, de drogue, pour me dire de toute façon pendant 4 jours tu vas rien avoir. Donc alors j'ai pas arrêté de boire, hein, j'ai continué à m'hydrater normalement bien évidemment, mais tout ça si tu veux c'est quand même accompagné un an
3 Mmh. mois vraiment de préparation intense. Et, Oui, et, oui, et, bien sûr. et, et, et puis l'expérience a commencé et ça a été terrible. Ça a été terrible. Ça a été fabuleux, ça a été magique et ça a été terrible. Ça a été terrible parce que nous, urbains de base, mais nous sommes sollicités en permanence, sans arrêt. Quelles que soient nos activités, toute la journée, en dehors du sommeil, nous sommes sollicités en permanence par tout un tas de choses, par des interactions, par des rendez-vous, par des écrans, par tout un tas de choses que nous avons à faire. Et là, en rentrant dans le trou, je suis plus sollicité par rien. Et en étant plus sollicité par rien, ce que je dois affronter, c'est le temps. Le temps s'ouvre, mais le temps, il s'ouvre comme un abîme dans lequel on plonge dans un abîme sans avoir la possibilité de se raccrocher. Ah bah tiens, j'ai rendez-vous. Ah bah tiens, je vais allumer ça. Ah bah tiens, je vais appeler un tel. Ah bah tiens, je vais faire telle activité. Ah bah tiens, je vais m'occuper du pot. Non, non, non. Là, dans les conditions, je suis allongé ou assis, parce que le truc est tout petit, allongé ou assis, et je ne peux rien faire. Et le premier affrontement, c'est le temps, et c'est infernal. C'est infernal parce qu'on n'a aucune habitude en la matière. Oui, le temps et puis, l'obscurité. Alors, dans un premier temps, c'est intéressant ce que tu dis, tu vas voir. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc, il y a d'abord le temps qui s'ouvre comme un abîme qu'il va falloir traverser. Donc, le temps s'écoule euh, siècle après siècle, Mmh. pas seconde après seconde, siècle après siècle, puisque tu as beau lancer toutes les projections que tu imagines, tous les rendez-vous habituels, toutes les activités habituelles, tout ça tombe dans l'eau, puisque tu peux rien faire. Donc siècle après siècle, le temps s'élargit, c'est insupportable parce que tu crois que rien ne va l'arrêter et qu'il va s'écouler comme ça indéfiniment et que ta journée, elle va durer indéfiniment. Donc ça, c'est terrible. Et au fur et à mesure que la journée passait, la seule chose que j'attendais, c'était la nuit. Moi, j'attendais la nuit avec une impatience de fou. Pourquoi j'attendais la nuit? Parce que je me disais, je vais m'endormir, et ce siècle-là de la nuit, il va passer en un quart de seconde et je vais me retrouver le lendemain matin. Donc Mmh. j'attendais la nuit avec grande impatience, sachant que quand je fais cette expérience des nuits en forêt, j'en ai passé plein, plein. J'en ai passé plein à l'armée, j'en ai passé plein tout seul. Enfin bref, je n'arrive pas sans rien. Mmh. J'arrive déjà chargé de plein de choses. Donc je ne redoute pas du tout la nuit qui arrive. Et au fur et à mesure, à un moment donné, il commence à y avoir une petite bascule. Le soleil a baissé, il y a un peu moins de lumière résiduelle qui rentre dans le trou, Mmh. et là j'attends. Et là j'attends avec un espoir, avec une émotion assez étonnante que la nuit arrive afin que je puisse m'endormir. Et un peu avant la bascule, où là vraiment là, il y a de moins en moins de lumière, la phrase de mon aîné me revient. Au moment où je rentre dans le trou, mon aîné me dit la chose énigmatique. Il me dit: l'endroit où tu es, il est sacré. C'est un endroit de rituel, il est sacré. Il est quelque part protégé. Pour autant, tout ce que tu redoutes le plus au monde, tout ce qui te fait le plus peur, toutes les phobies que tu as, tout ça viendra te tester dans le trou. Je me rappelle cette phrase-là, Mmh. et bling, la nuit tombe, et je suis dans les ténèbres. Et cette phrase-là, elle tourne, elle tourne en boucle. Et mon esprit cartésien, quand même, lutte contre elle. Elle lutte, puis je commence à être fatigué. Puis à un moment donné, je ferme les yeux. Je les ai vite réouverts. Au moment où je ferme les yeux, j'ai une vague monstrueuse de tarentules qui pénètre à l'intérieur du trou. Je vais mourir noyé sous les tarentules. Tu as la phobie des tarentules?
J'avais la phobie Ah, des araignées. voilà. J'avais la phobie des... J'avais la phobie des araignées. Bien évidemment, ce sont les araignées qui sont, entre guillemets, venues me voir à l'intérieur. Mais si ça avait été les serpents, je me serais noyé dans une masse de serpents ou quoi que ce soit. En tout cas, donc il avait raison. Je réouvre les yeux, je réouvre les yeux, et en même temps que la peur, le froid tombe. Le froid tombe. Et un froid, mais un froid, j'étais dans le. Alors, ça se passe au mois d'août. Ça peut pas se passer un autre mois parce que sinon tu meurs. Donc, ça se passe au mois d'août, mais on est en montagne, on est à 1000 mètres d'altitude. Donc, 1000 mètres d'altitude, montagne, pleine forêt. La nuit, il fait froid. La nuit, il fait froid. Et le froid est arrivé. Et là, j'ai eu deux combats en même temps. Le combat contre la peur, le combat contre le froid. Et à ce moment-là, j'ai compris que la nuit allait être beaucoup plus longue que le jour. Tu es, Beaucoup plus longue. tu es dans ce trou habillé. J'étais habillé. Ah, sinon, pas habillé, tu peux. J'étais habillé, donc j'avais un pantalon d'escalade, un petit t-shirt, une chemise, une mini polaire, et j'avais Mhm. une couverture. Mon aîné m'a dit, me disait, oublie pas la couverture. Ah bon, mais on est en été. Prends la couverture, tu verras. Donc Très j'avais une bien. couverture avec moi, et tout ça était totalement insuffisant et totalement insuffisant. Et une fois de plus, nous, urbains de base, qui vivons dans des endroits qui sont avec la clim quand il fait trop chaud, avec le radiateur quand il fait trop froid. On est devenu un peu. Alors, je ne sais pas si je peux me permettre ce terme-là. Bon, Vas-y, vas-y. On peut tous se j'y permettre. vais. Vas-y. On peut se permettre. On est devenu un peu tafiole. Mais J'ai bien sûr. peur que nous soyons devenus un peu tafiole, mais sur tellement de sujets. Et une fois de plus, me voilà malgré une préparation en amont de plein d'expériences, me voilà confronté, malgré mes vêtements, j'ai des vêtements, à un froid auquel je ne suis pas du tout habitué et qui me met dans une situation mais catastrophique. Catastrophique. La peur plus le froid, c'est des milliards et des milliards et des milliards de calories. Mhm. Alors que c'est la première journée, la première nuit, j'ai rien mangé, j'ai rien bu. Le déficit, mais je n'ose imaginer le déficit. Alors, Donc, évidemment, à jeun, sans manger, sans boire, ça c'est plus difficile. Euh, Comment ton corps se révolte? Et est-ce que ton corps ou ton esprit se disent, mais au fond, au bout d'un moment, j'ai pas, pourquoi je suis ici? J'ai qu'à sortir. J'en ai marre. Comment tu maîtrises cette révolte? alors, il y a deux, tu poses deux questions. Tu poses deux questions. La question, alors en réalité, il y a trois combats. Trois combats, tu as raison, trois combats. Il y a le premier combat, la nuit contre la peur. Il y a le deuxième combat contre le froid. Et il y a le troisième combat qui consiste à rester. Parce que personne ne m'empêche, hein. Et je suis rentré par un trou, je sors par un trou, je m'en vais. Je peux m'en aller quand je veux. Je peux tout arrêter quand je veux. Je suis entièrement libre. Et ce troisième combat, c'est un combat contre soi-même. C'est celui-là le plus dur. C'est ce combat le plus dur. Et je t'avoue que quand je rentre dans le trou, ce combat démarre au bout de, je sais pas, au bout d'un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, je me dis, mais je suis malade. Mais pourquoi je m'inflige un truc pareil? Mais quel orgueil, mais quel péché d'orgueil est en moi pour imaginer que je vais tout tenir 4 jours alors qu'au bout d'un quart d'heure, j'ai déjà l'angoisse et le stress qui me montent. Je suis complètement fou. Pourquoi je me suis infligé un truc pareil? Alors, tout ça procède déjà d'une discipline, tout ça procède d'un entraînement mental qui va permettre de mener ce combat. Sinon, au bout d'un quart d'heure, d'abord, sinon tu rentres pas dans le trou. Là, tu vois le trou, tu rentres pas dedans. C'est pas déjà, c'est hors norme. C'est pas. Donc là, le combat commence. C'était le combat le plus dur parce que il n'y a pas une seconde d'arrêt. Il y a de la résignation de temps en temps, mais ce combat, il va crescendo, crescendo, crescendo. C'est le plus compliqué. Pour revenir sur ta question sur l'eau, euh, alors, ta question sur l'eau, moi, elle est folle. Elle est folle et elle est passionnante. Et quand je rentre dans le trou, j'ai déjà entamé cette démarche spirituelle. Donc, j'ai déjà entamé
une dynamique dans laquelle les croyances nous disent quand même que nous avons plus de facultés que nous l'imaginons. On a plus de possibilités, on a plus de facultés que ce que nous expérimentons quotidiennement. Et je fais l'expérience suivante parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je fais encore cette expérience de visualisation, d'abord de méditation et de visualisation. Et alors, tout ça nous amènerait à plein de discussions que je pourrais te confirmer scientifiquement, mais on n'a pas le temps pour l'instant. Mais juste, ce qui m'a animé à ce moment-là, c'est une intention et un message. Et alors, je précise avant d'aller plus loin que je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Je referme cette parenthèse. Mhm. Et ce message, c'est un message que j'envoie à mes cellules. Et je dis à mes cellules la chose suivante, on est là pendant 4 jours, on est fait principalement d'eau, on Mhm. a des exemples de gens qui tiennent, encore un peu plus. C'est pas la peine de venir me faire chier. Pas la peine. On a des ressources, on va les mobiliser et on va tenir. Et on va tout faire pour tenir. Et c'est cette intention, c'est la puissance, la qualité de cette intention que j'envoie et qui peut te dire clairement, sincèrement, j'ai pas eu faim et c'est fou, j'ai pas eu soif. J'ai pas eu soif. Mhm. Et le fait sur cet élément aussi essentiel, aussi fondamental, de se rendre compte que en fonction de la personne, en fonction de ton expérience, en fonction de la qualité de ton intention, arriver à être plus fort pendant un certain temps, bien évidemment, ou un temps limité, qu'une fonction aussi vitale que celle-là, putain, ça ouvre des perspectives, Pierrot, mais ça ouvre des perspectives d'autant plus extraordinaires que je pars en étant urbain de base. Et l'intérêt dans ce que je te raconte, Mhm. on enlève, on enlève ma personne et ce dont je suis sûr. C'est ça qui est intéressant. Et c'est dans ce sens-là où je crois que le livre a un chouette message. C'est que si moi, tu as vu à quel point j'insiste sur la banalité de l'urbain de base. Si moi, j'arrive entre guillemets à un tel exploit, mais il est à la portée de tout le monde Mhm. en fonction de la qualité de l'intention, de l'objectif d'un certain nombre de choses. Pour autant, je pense, je crois, je suis sûr que cette chose-là, cet exploit est finalement à la portée de tout le monde. C'est ça mon message, quelque Mhm. part. Et je trouve Alors, qu'il est... Vas-y, vas-y, non, vas-y. non, vas-y, je te laisse terminer. Il ouvre des perspectives. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il ouvre des perspectives et il ouvre des perspectives qui, franchement, peut-être qu'on en parlera aussi en annexe, peut-être qu'on échangera sur ce sujet, mais qui, à mon âge, moi je vais dire à mon âge, hein, je suis un petit peu plus vieux que toi, hein, sont vachement intéressantes parce que finalement, euh, on a encore, j'espère, quelque part, dès l'instant où on est dans une forme de discipline, dans une forme d'hygiène, qu'on retrouve certains fondamentaux, certains éléments, on a du temps devant nous, hein, Mhm. Pierrot. Mhm. On peut en Mhm. faire des choses. Moi, Mhm. j'ai 58 ans, je me prépare pour battre mon prochain record physique. J'ai 58 balais. On en parlera peut-être à un autre moment, mais chaud. Hein. Le dernier, c'était déjà chaud. Là, ça va être encore plus chaud. Mais pourquoi je m'arrêterais? Super, ouais. Parce que tout autant de perspectives. Alors, au fur et à mesure des jours et des nuits, j'imagine tu perds le. Enfin, il y a un peu de lumière, donc tu as quand même la perspective du jour et de la nuit. Mais à un moment, tu précises et tu as raison de dire que tu ne prends pas de drogue, mais il y a des moments où tu as ce qui, pour le lecteur, ressemble à des hallucinations. Mais C'est peut-être moins que qu'on ce n'est puisse dire. pas. Mais peut-être que ce ne sont pas des hallucinations. Comment tu interprètes ce que tu as vécu? Alors, je, c'est, je parle de vérité, je parle de ma vérité, je parle de Mhm. mon vécu. Il est clair que l'objectif aussi de l'expérience dans ce détachement ultime, c'est d'avoir un autre accès
à la conscience, avoir des états de conscience modifiés, des états Mhm. qu'on a dans le cadre de la transe ou des états dans le cadre qu'on a quand on prend des drogues. Bien évidemment, c'est avoir un état de conscience modifié qui nous permet d'avoir accès soit à une autre réalité ou soit avoir accès à des informations qu'on n'aurait pas autrement. Il y a deux choses que j'ai expérimentées à ce niveau-là. Il y a à la fois ce qui est venu à moi et à la fois les visions. Mhm. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le côté entre guillemets hallucinatoire et le côté de la vision. Je sépare les deux si tu es d'accord. Oui, oui, bien En sûr. ce qui concerne en ce qui concerne les hallucinations, j'ai vu des trucs, mais j'ai eu un fantôme qui est venu me voir le premier soir. Alors, moi je te dis, je ne prends pas de drogue, je n'ai jamais été sous de ma vie. J'ai toujours eu un lien, une relation à la réalité classique, normale, habituelle. Et là, c'est la première nuit. Donc, même si c'est loin, ce n'est que la première nuit. Alors, je ne vais pas aller trop loin, mais j'ai un fantôme qui est venu me voir et franchement, ce que j'avais sous les yeux, c'était réel. Mhm. En tout cas, pour moi, c'était super réel. J'ai plein d'autres moments où je ne me suis pas retrouvé tout seul dans le trou, où j'ai même eu échange, je ne vais pas aller trop loin, Mhm. discussion, mais enfin, pour moi en tout cas, c'était réel, c'était Oui, oui, bien réel. ça a tout à fait l'air. Je suis à la campagne, mais j'ai du bruit. C'est la saison des foins déjà. Voilà. Normal. Et donc, tu as ces visions, tu as ces dialogues. Alors, peut-être dans la deuxième partie, on ira sur cela représente. Et puis, D'accord. est-ce qu'il y a eu des moments où pendant cette expérience, tu t'es dit, bon, j'arrête, je sors. Tout le temps, tout le temps, tout le nombre incalculable de fois où j'ai dit, allez, tu passes la première nuit, c'est bon, hein. De toute façon, tu as réussi. Déjà, c'était tellement exceptionnel, c'était tellement fou, c'était tellement tout ce que tu veux que de toute façon, personne n'aurait le droit de me juger. Donc, et Mhm. personne je n'autoriserai personne à me juger par rapport au fait d'avoir, entre guillemets, pas été au bout. Et chaque fois, et je pense que c'est important pour nous, ça, vachement important, chaque fois que j'ai failli sortir, j'ai pensé d'une part aux objectifs, à l'objectif que je m'étais fixé, et j'ai pensé à mes ancêtres. J'ai pensé à mes ancêtres, j'ai pensé à, tu vois, je te parlais de tafiolisation tout à l'heure, j'ai pensé à tous ceux qui nous ont précédés, à la vie qu'ils ont eue, la difficulté qu'ils ont eue, comment la vie était dure, comment il fallait qu'ils affrontent. Je ne te parle pas de la guerre, hein. On peut rajouter la guerre là-dedans, bien évidemment. Et à quel point moi, malgré la souffrance et la douleur de cette expérience, à ce moment-là, ma vie, elle n'est pas en jeu. Enfin, il n'y a personne qui me tire dessus, il n'y a, pas de bombe qui arrive. Et si j'ai envie de sortir, je sors. Donc, le fait de repenser au passé, de penser aux ancêtres et à tout ça me disait, tu leur dois respect. Tu leur dois respect. Il faut qu'il reste quelque chose de tout ça. Toi, l'urbain de base, il y a un substrat dans tout ça qu'il faut que je fasse émerger. Je ne pourrais le faire émerger que si je tiens. Et chaque fois que je pensais à ça, j'arrivais à me dire, bon, allez, encore une nuit. Mais ça ne m'a pas quitté. Alors, est-ce que les Indiens ont été surpris que tu tiennes si longtemps ou est-ce qu'ils se sont dit, mais le touriste, il est fou, il fait comme nous. Alors, c'est pas les Indiens. En l'occurrence, c'est mon aîné. Et mon aîné, c'est un Français. Ah, Mon aîné, c'est d'accord. un Français. Mon aîné, c'est un Français, alors qui a fait des choses. Enfin bref, c'est la folie. Mhm. C'est bah, on a peut-être pas le temps, mais je l'ai vu dans une situation où je l'ai vu dans la tente à sudation où il faisait 70 degrés et que ça faisait 7 heures que on était un petit groupe en train de souffrir dans une température de folie, avec une température, je fais exprès de te dire ça, tu vas voir le lien avec l'aîné et tu vas comprendre. Mhm. J'étais tellement dissous que à ce moment-là, tu m'aurais demandé comment je m'appelle,
je pense que j'avais oublié mon prénom. Ah oui, 7 heures, parce que J'avais déjà, oublié mon prénom. déjà 20 minutes, 30 minutes dans 7 un heures. sauna, c'est un peu Non, chiant le jour 7 du lendemain. heures. 7 7 heures. heures. De plus en plus chaud. 7 heures, l'enfer. Et l'image qui est restée pour moi marquée par rapport à ça, et je te réponds sur l'aîné, c'est lui droit comme un i, en train de jouer du tambour, en train de nous parler dans une langue qu'on ne comprend pas, et pas une goutte de sueur. Pas une goutte de sueur. Là, moi, là, j'ai vu la magie. Là, j'ai vu la magie. Tout ça pour te dire que l'aîné, il n'est pas indien, il est français, mais c'est comme s'il était indien. Et quand lui me propose l'expérience, il sait que potentiellement, je peux la tenir. Sinon, il ne me la propose pas. Je suppose. Donc, Une fois de plus, c'est pas un stage, je m'inscris à un stage et puis on verra. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un parcours, on est dans une démarche, on est dans quelque chose qui demande du temps, qui demande un investissement, qui est progressif. On est dans quelque chose qu'on doit gagner. Je suis pas dans un, je trouve ça aberrant. Dans un stage où je pars au Brésil, puis je vais prendre de l'ayahuasca pour avoir je sais pas quoi. Ça, c'est de la société de consommation. Nous, on repart à zéro. On fait les mmh, choses au fur et à mesure. Elles prennent du temps. On se met à l'épreuve au fur et à mesure. Donc, je suppose que mon aîné a jugé que j'étais prêt pour me proposer cette étape ultime. je peux te garantir que ça n'a rien à voir avec l'ayahuasca. Mais c'est très intéressant. Alors, où peut-on trouver ton livre? On va passer à la deuxième partie de notre petite conversation, mais en attendant, D'accord. pour ceux qui nous écoutent, où peuvent-ils trouver ton livre? C'est un corps en terre, et on le trouve partout. Commentaires sur Amazon, la Fnac, Cultura, Babelio, enfin, sur Ça peut se commander en les sites librairie, je habituels. suppose. Ah, Je- alors, et ça se commande évidemment sans problème en librairie. Parfait. Alors, dans la deuxième partie, je te remercie et j'encourage ceux qui nous écoutent, d'une part, de lire ton Oui, livre et ensuite de nous rejoindre sur la deuxième partie de cet entretien qui sera sur Patreon, où nous allons aller plus loin sur ton expérience, sur les peurs, sur ce que tu as découvert, ce que tu as trouvé d'enrichissant ou pas de cette expérience. À tout de suite.